Bonjour à vous, namasté. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me paraît très très important dans l'accès à soi, dans le développement personnel, dans l'éveil spirituel. Un sujet qui fait fuir en général, parce que c'est quelque chose qui domine notre vie le plus souvent et qui contrôle notre vie. Et en fait, ce sujet, c'est l'ego. Si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est que c'est vraiment quelque chose de très très important sur le chemin vers soi. Et c'est quelque chose qui nous fait rencontrer beaucoup de résistance. Et c'est pour ça que c'est si important de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'ego, à quoi il sert, et aussi comment on peut le contourner, l'apprivoiser, le remettre dans une place qui nous sera utile. Donc, je voudrais vous définir un petit peu ce que c'est que l'ego. Donc en fait, pour moi, l'ego, c'est une entité interne, singulière, qui est reliée directement au collectif et à l'individuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous habite, qui se construit sur votre expérience de vie, votre éducation, la religion qui vous a été enseignée, votre culture, le pays dans lequel vous vivez, la société dans laquelle vous vivez, les livres que vous lisez, les médias que vous regardez, tout ce qui provient de l'extérieur, en fait. Il est aussi appuyé sur votre expérience de vie qui a induit des réactions émotionnelles et des blocages éventuels, des contradictions internes, des compréhensions de vie qui ont construit en fait vos croyances. L'ego, c'est vraiment quelque chose qui nous habite, qui structure en fait notre fonctionnement de vie. C'est vraiment notre point d'appui de fonctionnement de vie, et c'est pour ça qu'il est si important de le reconnaître et de savoir un peu comment il fonctionne, comment il contrôle notre vie d'une certaine manière si on lui laisse trop d'espace. Donc il va induire nos fonctionnements de vie, nos choix, et évidemment nos actions. Donc cette construction mentale artificielle qu'est l'ego est basée sur la mémoire collective, l'inconscient collectif, qui est issu de toutes les générations qui nous ont précédés, qui ont appuyé eux-mêmes leurs choix, leurs actions et leurs croyances sur celles de leurs prédécesseurs. C'est pour ça qu'en fait l'ego, il n'est pas du tout neutre, parce qu'il s'appuie sur des interprétations mentales, sur des influences extérieures plus ou moins bienveillantes, plus ou moins respectueuses, plus ou moins intelligentes. L'éducation qu'on reçoit, les croyances de nos parents, de nos professeurs, de la société dans laquelle on vit, influencent totalement cette entité qui induit tous nos choix de vie. En tout cas, quand on n'a pas pris conscience de son fonctionnement. L'ego, il est vraiment beaucoup basé sur la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, il n'est jamais dans le présent. Il est toujours appuyé sur les mémoires du passé et il est toujours en projection pour pouvoir planifier, prévoir, anticiper l'avenir. Donc cet ego qui construit ses croyances à partir
de notre passé, en fait, et pas de notre passé à nous uniquement, vous l'avez compris, hein, le passé de l'intégralité de l'humanité, en fait, il est pas du tout neutre. Et c'est pour ça qu'en fait, si on s'appuie uniquement sur lui pour faire nos choix de vie, très très souvent, il est totalement inadapté à notre bien-être, à nos besoins fondamentaux, à tout ce qui favorise la vie, parce qu'il est vraiment sous influence des peurs, des souffrances du passé, qu'elles soient individuelles ou collectives. Hein. Quand je parle de souffrances du passé, c'est tous nos propres vécus, c'est-à-dire toutes nos expériences de vie qui nous ont fait comprendre la vie d'une manière spécifique, qui est liée à notre environnement, à nos parents, à toutes les personnes qu'on a rencontrées, à tous les événements qui ont eu lieu dans notre historique, mais c'est aussi lié à la souffrance collective et à toutes les mémoires collectives humaines depuis qu'existe l'être humain sur cette planète. Donc l'ego, il est vraiment totalement sous influence de quelque chose qui le met en fait en mode protection intensive. Parce qu'en fait, l'ego, il n'est pas notre ennemi, hein. Il est beaucoup rejeté, l'ego, ou alors on voudrait le détruire. Mais en fait, l'ego, il est pas que négatif, hein. Si on est encore là aujourd'hui sur cette planète, vivant, c'est que l'ego a fait son boulot de protecteur. Là où ça pose un problème, c'est quand l'ego prend trop d'espace. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se détacher de ces injonctions à la sécurité à tout prix. Parce qu'en fait, l'ego, c'est rien d'autre qu'un protecteur. Et en fait, l'ego, il nous protège de quoi? Il nous protège des dangers qui peuvent nous mettre dans un risque pour notre vie. Et quand il fait son boulot, on est protégé. Le problème, c'est qu'il dépasse largement son rôle, puisqu'il a tendance à être comme un parent hyper protecteur, en fait. Et en fait, lui, il voudrait qu'on reste dans notre petit cocon, qu'on fasse rien de spécial, et qu'on soit toujours dans un maximum de sécurité. On voit où ça peut nous mener aujourd'hui, hein, dans ce qui se passe. L'hypersécurité, ça mène à une privation totale de liberté. Et quand je parle de privation totale de liberté, c'est liberté de mouvement, liberté de créer, liberté d'être soi, liberté de faire des choix pour soi, adaptés à nos besoins fondamentaux. Et c'est pour ça que ce parent hyper protecteur, à un moment donné, quand on prend conscience de son fonctionnement, quand on prend conscience de son existence en tant qu'entité extérieure à nous, d'une certaine manière, on peut l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que l'ego, c'est utile, à condition qu'on puisse garder une certaine distance avec sa présence à l'intérieur de nous. Donc je parlais de l'ego comme un parent hyper protecteur, mais c'est aussi une part de notre enfant intérieur, l'ego. Et je ne parle pas de l'enfant intérieur lumineux, créatif, joyeux. Je parle de l'enfant intérieur de souffrance. C'est-à-dire que cet enfant qui a appris la vie à partir de blessures, entre autres, hein, on n'apprend pas la vie seulement à partir de blessures, heureusement, mais quand on parle de l'ego, on parle d'un enfant blessé à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle l'enfant intérieur aussi, et qui a besoin en fait d'être rassuré, d'être mis en sécurité, d'être toujours protégé.
par ce parent intérieur hyper protecteur. Le problème, c'est que cet enfant intérieur et ce parent hyper protecteur ne vont pas dans le sens de la vie. Parce que la vie, en fait, c'est un mouvement indestructible, un mouvement perpétuel, en fait. Et en fait, quand on se fige dans la peur, la sécurité à tout prix, la peur qui introduit évidemment le rejet de l'autre, la non-acceptation, la séparation, tout ce qu'on vit actuellement en fait, hein, dans les mesures qui sont prises par nos États. Vraiment là, le terrain de jeu pour travailler sur l'ego, là, il est vraiment magnifique en ce moment, hein, parce que justement, ce qui ressort actuellement, c'est l'ego collectif. C'est-à-dire que c'est l'ego individuel qui est mis en lumière par ce qu'on vit actuellement, qui extériorise et puis qui pousse à l'extrême ce fonctionnement de l'ego, en fait. Si vous voulez voir ce qu'est l'ego, vous regardez les mesures des États et vous voyez ce que c'est l'ego à grande échelle. Et en fait, actuellement, on est dans une crise d'ego généralisée, en fait. Tout est là. Observez ce qui se passe actuellement, l'ego, il n'y a plus que de l'ego pratiquement. Les personnes qui sont dans une démarche vers eux-mêmes et qui ont fait un travail sur eux, vous les reconnaissez aussi parce que c'est les personnes qui sont beaucoup plus apaisées par rapport à la situation, qui sont dans un regard plus ouvert, plus tolérant, plus bienveillant, plus aimant. Et c'est des personnes qui, au lieu de critiquer l'autre, de jeter la pierre, de se défendre, de combattre, c'est des gens qui sont dans une recherche de solutions créatives et totalement nouvelles. Un bel exemple de ça, c'est Louis Fouché, qui vraiment représente bien pour moi la personne qui est dans une ouverture et dans une paix intérieure, non pas reliée à l'ego, mais reliée à la conscience supérieure. C'est-à-dire que cette conscience collective reliée au cosmos, au divin, peu importe comment on veut l'appeler, mais qui permet de remettre en perspective tout ce qui se passe pour pouvoir aller de l'avant sans combat, tranquillement et de manière constructive. Pour en revenir à l'ego, voilà, il est actuellement le mode principal de fonctionnement de nos sociétés et c'est pas pour rien qu'on est en train de vivre la crise actuelle, justement, parce que c'est pour pouvoir en sortir de cet ego. On se rend bien compte aujourd'hui que cette hyper-protection, elle va totalement, en fait, à l'encontre de la vie, au final. Et en fait, elle est totalement contre-productive. Alors que l'ego est censé favoriser la vie au départ, hein, nous protéger, mais dans un respect de la vie, là, on est en train d'aller complètement à l'opposé. Et ça, c'est quand l'ego prend tout l'espace. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Sur quoi s'appuie l'ego? Comme vous l'avez compris, s'appuie sur la peur, principalement, et s'appuie aussi sur la mémoire, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le passé. Et il s'appuie évidemment sur les croyances collectives qui ont été construites au fil des générations. Ce que je tiens à préciser, c'est que notre ego individuel, ce n'est pas nous. Nous, on est une union de plusieurs choses que sont évidemment l'ego. Ça, c'est notre partie ancrée dans la matière
mais on est aussi totalement relié à la conscience supérieure. Donc, ce qui nous relie à cette conscience supérieure, c'est notre conscience qui est supérieure, puisqu'on est unis à cette conscience collective. Et on est un corps aussi, et on est aussi des énergies qui circulent à l'intérieur de nous. Et quand il y a un dérèglement, et là en l'occurrence quand l'ego prend toute la place, et ben ça laisse plus d'espace aux autres informations en fait qui circulent à l'intérieur de nous. L'ego, il s'appuie beaucoup sur la pensée pour fonctionner, pour exister. Pensée qui déclenche émotion, qui déclenche aussi sensations physiques. Et pour reconnaître l'ego, parce qu'il s'agit bien là, pour faire un travail par rapport à l'ego, de reconnaître ce que c'est l'ego, parce qu'on parle beaucoup de l'ego, mais souvent on ne sait pas exactement de quoi on parle en parlant d'ego. Et donc, pour reconnaître cet ego, c'est simple, c'est quelque chose qui est douloureux, l'ego, quand il est très présent. C'est-à-dire que pour reconnaître l'ego, si vous vous sentez dans une posture confortable par rapport à une pensée, par rapport à une émotion, ou par rapport à une sensation physique, c'est que vous n'êtes pas dans l'ego. Si vous avez des pensées qui vous mettent dans l'inconfort, qui créent des émotions désagréables, qui vous mettent aussi possiblement dans des douleurs physiques, voire même dans des maladies, c'est que votre ego est trop présent. Et là, il s'agit de rentrer dans une démarche, après avoir reconnu cet ego, pour pouvoir remettre cet ego à sa juste place dans tout ce qui nous constitue. Bon, ce que je voudrais préciser, c'est la manière dont communique l'ego. L'ego, il communique principalement par la pensée. Des pensées souvent envahissantes qui viennent déclencher des émotions désagréables, qui viennent à leur tour déclencher des inconforts physiques. Donc l'ego, il communique principalement par la pensée, mais on peut le repérer également par un inconfort, quelque chose qui n'est pas confortable, pas agréable pour nous. C'est signe que l'ego, il est présent en nous à ce moment-là. C'est important de pouvoir le repérer parce que c'est à partir du fait qu'on prend conscience de sa présence en nous qu'on va pouvoir rentrer dans des choix et dans des actions qui vont nous permettre de remettre cet ego à distance pour pouvoir faire des choix à partir d'une information multiple et non pas multiple et ouverte et non pas d'une information conditionnée. Ce dont je voudrais aussi vous parler par rapport à l'ego, c'est quelles sont les spécificités de l'ego. Parce que l'ego, il est vraiment très repérable par la manière dont il introduit les pensées en nous, ou plutôt par la nature des pensées qu'il introduit en nous. Donc en fait, l'ego, déjà, c'est une entité qui est jugeante, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas une réalité sans en interpréter la valeur. C'est-à-dire qu'elle va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est beau, ça c'est moche. Il y a vraiment une question, une spécificité dans l'ego, c'est qu'il n'accepte pas les choses de manière neutre, il les catégorise. Le deuxième point important de l'ego, c'est qu'il est beaucoup dans la peur, donc il est aussi dans le rejet. Et quand je parle de peur, c'est peur par rapport à quelque chose d'extérieur ou peur par rapport à une pensée que crée l'ego. Et le rejet,
ça parle aussi du rejet de l'autre, mais ça parle aussi du rejet de soi. C'est-à-dire qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. L'ego aussi, il sépare. C'est-à-dire que l'ego, il crée des différences pour lui permettre de se situer. Et donc, il va mettre en lumière la différence de l'autre pour pouvoir exister, en fait, tout simplement. Donc, en fait, l'ego, il existe dans sa singularité, et c'est pour ça qu'il a besoin de séparer. Donc, il va séparer, et il va nous rendre différents de l'autre pour pouvoir exister. Pour ça, il rentre dans la non-confiance, dans la fermeture à l'autre, même dans l'attaque de l'autre, quand il se sent en danger, sur le plan de sa singularité, sur le plan de sa vitalité aussi, il rentre dans l'attaque. Et c'est ça qui lui permet d'exister aussi, cette séparation, cette distanciation de l'autre, parce que ça lui permet de dire « j'existe et je suis unique ». Non pas que ce soit faux, c'est vrai qu'on est unique, mais lui a besoin de se prouver qu'il est unique et il a besoin aussi de se sentir supérieur aux autres, parce que quand il se juge inférieur, il a l'impression d'être en danger de mort. L'infériorité, ça nous met dans une posture, enfin ça met l'ego dans une posture d'insécurité. Il se sent en danger quand il se sent inférieur. Et c'est pour ça qu'en fait, l'envie d'avoir raison, l'envie d'être le meilleur, la compétition, s'appuie sur cette peur de mourir en fait. Et en fait, c'est pour ça que l'ego, il a toujours besoin de se dire qu'il est supérieur à l'autre. Mais l'ego peut aussi être dans une posture de victimisation, c'est-à-dire que là, il va se sentir inférieur et il va se mettre dans une posture d'incapacité à prendre sa responsabilité pour pouvoir reprendre sa posture souveraine. C'est-à-dire que quand il se victimise, il se met dans une posture de fragilité, de faiblesse, et il joue là-dessus pour pouvoir attirer l'attention, pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'il puisse se déresponsabiliser des conséquences de ses actions, ou plutôt de ses non-actions. En fait, le nerf de la guerre de l'ego, c'est la souffrance. C'est-à-dire que l'ego s'appuie sur la souffrance pour exister. Sans souffrance, l'ego n'existe pas. Parce que c'est à partir de cette souffrance-là qu'il va construire toutes ses stratégies pour pouvoir nous guider dans la vie, pour ne pas retomber dans cette souffrance. Donc s'il n'y a pas de souffrance, il n'a pas de raison d'être. C'est pour ça qu'en fait l'ego, il est toujours en train de créer de la souffrance mentale, c'est-à-dire qu'il cherche toujours des voies qui vont lui faire dire qu'il est en souffrance, qui vont lui faire dire qu'il est victime, qui vont lui faire dire que s'il fait ça, ça va être douloureux parce que ça va le mettre en danger. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, l'ego, si on se laisse happer par sa présence intérieure, on est dans une souffrance permanente, puisque si on n'est pas dans une souffrance permanente, l'ego n'a plus de raison d'être. Il disparaît. Un point important au sujet de l'ego, c'est que souvent, on se dit, mais alors l'ego, il faudrait le détruire, le combattre, le faire disparaître. L'ego est totalement négatif. Mais en fait, non, l'ego n'est pas totalement négatif. Il est, enfin, pas négatif, mais en tout cas destructeur.
Négatif, c'est une notion de jugement de valeur. Donc c'est un jugement, donc ça vient de l'ego. Alors que lorsqu'on parle de destruction, c'est un fait. D'accord ? Donc l'ego n'est pas destructeur uniquement. Il peut être aussi constructeur. Et ça, il peut être constructeur à partir du moment où on prend de la distance par rapport à lui, c'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas prendre toute la place, c'est-à-dire qu'on le laisse exister, mais au milieu de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire notre conscience supérieure, notre corps, nos émotions et nos pensées créatives. L'ego aussi, il est à sa juste place lorsqu'on laisse à notre conscience la possibilité d'exprimer nos besoins fondamentaux. Parce qu'en fait, la conscience qui est reliée à l'âme, qui est l'âme, hein, c'est un autre mot pour parler d'âme, elle est reliée à la conscience collective et au divin. Et lorsqu'on lui laisse suffisamment de place, on peut remettre l'ego à sa juste place. Trop d'ego, ça mène toujours à la souffrance. Parce que, en fait, l'ego nous sort de la neutralité. Il est toujours juge et partie, et il nous fait perdre de vue la globalité d'une situation. L'ego n'est absolument pas objectif, puisqu'il est toujours sous l'influence de toutes ces mémoires passées, individuelles et collectives, toutes ces croyances qui sont appuyées sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui ne sont absolument pas neutres. L'ego n'écoute pas l'autre. Et quand je parle de l'autre, c'est la conscience. L'ego n'écoute pas la conscience. Il n'est jamais plus confortable que dans la domination. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on peut se détacher de l'ego, comment on peut reprendre son pouvoir sur cet ego destructeur. Il y a deux possibilités. En fait, il n'y en a qu'une seule, mais je vais vous parler de deux possibilités qui sont souvent préconisées. Une avec laquelle je suis totalement en accord et l'autre avec laquelle je ne suis pas en accord suite à une expérience dont je vais vous parler. Donc en fait, la première chose qu'on peut faire avec l'ego, c'est faire en sorte de le bloquer, de le combattre. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière de faire, parce qu'en fait l'ego il attend que ça. Il attend, lui, il vit sur le conflit, sur le combat. Et on ne peut pas gagner quand on rentre dans un combat contre l'ego. Parce qu'en fait, quand on rentre dans un combat contre l'ego, c'est l'ego contre l'ego. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de soigner quoi que ce soit par rapport à l'ego, on est en train de renforcer cet ego, puisqu'on est dans un combat de soi à soi. Donc ça ne pourra jamais marcher, on ne peut jamais gagner contre soi-même. En tout cas, on ne peut jamais gagner contre l'ego qui nous habite. Donc ce combat, en fait, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et en fait, c'est la résistance qui mène à la souffrance. C'est la résistance qui mène à l'inconfort, c'est la résistance qui mène aux émotions douloureuses qui s'installent dans la durée, c'est la résistance qui nous mène à ces conflits
intérieure qui se donne sous forme de pensée envahissante, de pensée toxique. Et plus on va résister à cet ego, plus on va le combattre, plus il va prendre de l'espace en nous, plus il va se renforcer, plus il va devenir douloureux. Et pour ça, en fait, je voudrais vous donner un petit exemple dans mon vécu par rapport à cette résistance à l'ego. J'avais été voir un psy un jour parce que j'étais en résistance par rapport à ma relation avec mon mari. On était dans une relation un peu compliquée à ce moment-là. Et j'avais besoin d'être accompagnée, donc j'avais été voir un psy qui m'avait dit il faut bloquer l'ego. Donc j'ai écouté son conseil. À l'époque, je n'étais pas encore aussi bien informée qu'aujourd'hui sur l'ego. Je n'avais pas encore expérimenté suffisamment mon ego, observé suffisamment mon ego pour pouvoir savoir ce qui était juste. Et en fait, donc du coup, pendant 15 jours, j'ai bloqué mon ego. Comment ça s'est passé? Dès que j'avais une pensée toxique, une pensée qui ne me faisait pas du bien, je l'empêchais d'être là, c'est-à-dire que je la bloquais et je transformais cette pensée en pensée positive, ou carrément je bloquais la pensée et je m'occupais ailleurs, je faisais tout pour ne pas penser à ce qui avait induit cette visite chez le psy. Donc en effet, pendant 15 jours, je me suis sentie plus apaisée, plus tranquille, mais en fait, j'étais dans une forme de fuite. J'étais dans une forme de déni parce qu'en fait, quand on se sent dans un inconfort qui est lié à une réalité, mais qui est repris en charge par l'ego, qui le met en lumière, en fait, qui intensifie la présence de l'inconfort qui a été déclenché par un événement ou par une personne. Donc c'est pour ça que l'ego, il est juste aussi, tant qu'on ne le laisse pas prendre trop d'espace. Et en fait, j'étais confortable, mais j'étais dans le déni, en fait. Dans le déni de cette chose qui n'allait pas dans ma vie de couple. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Au bout de 15 jours, mon ego est revenu en force parce que je l'ai nourri, en fait, en le combattant, en lui empêchant d'exprimer ce qu'il avait besoin d'exprimer. Et du coup, il est revenu dans une force magistrale qui a pratiquement mené mon couple à la rupture. Heureusement, j'avais déjà beaucoup d'outils à l'époque et j'ai compris que, en fait, j'avais choisi le mauvais chemin par rapport à cette situation, et progressivement, on a retrouvé un terrain de communication et on a fini par résoudre le problème qui avait créé cet inconfort. Et c'est pour ça que, en fait, résister à l'ego, c'est la moins bonne des solutions. Parce qu'en fait, l'ego, il est toujours le plus fort dans un combat. Puisque lui, tout son fonctionnement, il est basé sur le combat, sur la résistance et sur le mental. Donc, si on joue sur le même terrain que lui, on est sûr de perdre. Surtout que, en fait, c'est comme si on rentrait dans un rapport avec un double ego, puisque c'est ego combattu par rapport à ego qui veut dominer l'autre part d'ego en nous. Donc ça ne peut absolument pas fonctionner. Donc, la deuxième solution, et pour moi la seule solution par rapport à l'ego, c'est de lui apporter ce qui lui manque. Et ce qui lui manque, en fait, et j'en reviens toujours à ça, tous les accompagnements que je fais, ils sont toujours reliés à cette énergie-là. C'est l'amour. Parce qu'en fait, l'ego, c'est une part de nous qui est en souffrance permanente, qui est dans une peur
permanente, qui est dans une insécurité permanente. Et le fait de rentrer dans une relation amoureuse avec cet ego, c'est-à-dire déjà par un travail d'acceptation de sa présence en nous. Et ce n'est pas une acceptation forcée, c'est une acceptation bienveillante, compassionnelle, amoureuse. C'est-à-dire accepter nos défauts, en tout cas ce que l'ego juge comme des défauts, et c'est accepter notre vulnérabilité, c'est-à-dire toute la fragilité de notre petit enfant intérieur qui a peur, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin de notre présence. Et voilà, le deuxième point important pour l'ego, pour guérir l'ego, c'est d'être présent à lui. C'est-à-dire, au lieu de se laisser envahir par sa présence, c'est juste être conscient qu'il est là. C'est-à-dire l'observer, c'est-à-dire le reconnaître en tant qu'ego. Et ça va passer par un travail introspectif. C'est-à-dire que dès que vous sentez un inconfort physique, un inconfort émotionnel, des pensées qui tournent en boucle, vous vous arrêtez et vous accueillez tout ça, tous ces inconforts qui sont produits en fait par votre ego. Et quand vous prenez ce temps-là, ce temps d'accueil, ce temps d'acceptation, ce temps de présence, ce temps d'observation, l'ego se sent entendu, respecté. Et c'est là qu'il va pouvoir prendre un peu d'espace, prendre un peu de distance. Parce qu'en fait, l'ego, c'est rien d'autre que notre enfant blessé à l'intérieur de nous. Et plus on va être amoureusement présent pour lui, plus il va nous laisser de l'espace, en fait. Et c'est là que vous pourrez rentrer dans une harmonisation de tout ce que vous êtes, tant sur le plan énergétique que physique, qu'émotionnel, qu'au niveau des pensées. Et quand vous reliez tout ça, tout va bien. Donc il s'agit, dans ce travail sur l'ego, de retrouver un équilibre et une union de tout ce que vous êtes. Et dernière chose, pour pouvoir favoriser ce travail sur l'ego, et toujours ce point d'appui du corps, c'est que l'ego, il mène toujours à une tension corporelle quand il est trop présent. Et donc là, il s'agit de lui offrir une détente du corps. Quand vous détendez votre corps, vous favorisez la libre circulation de l'information et vous favorisez aussi la tendresse, la douceur, la bienveillance. Le corps, il a son rôle à jouer dans ce travail-là. Il a toujours son rôle à jouer dans tout notre travail tourné vers nous, le corps. Et la détente, c'est vraiment l'outil, le meilleur outil pour pouvoir aider à cet accompagnement bienveillant. Voilà, j'espère que le sujet vous aura permis de mieux comprendre votre fonctionnement. Si cette vidéo a pu vous aider, pensez qu'elle peut en aider d'autres. Donc n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à la liker. Plus une vidéo est likée, plus les algorithmes diffusent la vidéo. Je vous remercie de votre soutien pour ça. Si vous avez besoin d'approfondir le sujet en lien avec votre vie personnelle, ou si vous avez besoin d'être accompagné pour d'autres raisons, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail sous ou au-dessus de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de prendre soin de vous et de vous entendre et de vous écouter et de vous transmettre tous les outils nécessaires
pour pouvoir retrouver une vie paisible, équilibrée, épanouie. Si vous désirez accéder à des outils de support pour travailler sur l'ego et pour travailler sur le mieux-être, vous pouvez télécharger mes méditations et mes outils au format MP3. Vous découvrirez le lien de ces outils sous cette vidéo. Si vous désirez approfondir le sujet par des lectures, j'ai écrit plusieurs articles sur l'ego, y compris un tableau qui répertorie tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Vous trouverez ces articles dans mon blog et je vous partage le lien sous cette vidéo également. N'hésitez pas à commenter ou à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo. Je vous souhaite une douce journée, une belle vie et je vous aime. Merci. Au revoir.